Bienvenue sur Serendipity, le podcast qui parle de désir d'enfant et qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Je suis Mélanie, naturopathe spécialisée en fertilité et j'accompagne les femmes qui ont des difficultés à avoir un enfant à reprendre les rênes de leur fertilité afin d'augmenter leurs chances de concevoir. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison et que tout est juste, en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, remettre de la conscience dans nos vies et renaître. Je vous donne rendez-vous le 1er et le 15 de chaque mois pour découvrir le parcours de femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mères, mais aussi des interviews de professionnels inspirants qui partagent leur approche de la fertilité et leurs méthodes pour vous accompagner sur ce chemin. La psychogénéalogie considère que nos difficultés ne viennent pas toutes de ce qui s'est mal passé dans notre petite enfance et qu'elles peuvent être liées à des traumatismes que nos ancêtres ont vécus. Ces traumas peuvent être bien connus ou au contraire tenus secrets et devenir des secrets de famille. C'est justement dans ces non-dits que les mots MOTS deviennent des mots MAUX. On hérite tous de mots familiaux et il est important de bien les comprendre pour mieux les traiter. Notre passé est ce qu'il est et nous ne pouvons pas l'effacer. Nous ne pouvons pas non plus effacer notre histoire familiale, mais nous pouvons en identifier les traumatismes, les fantômes transgénérationnels qui apparaissent dans notre arbre. Grâce à la psychogénéalogie, Mélissa Chabot vous emmène à la rencontre de votre famille. En mettant en lumière les liens conscients et inconscients de votre arbre, vous pouvez dépasser ces blocages qui vous entravent au quotidien. Au fil des séances, vous vous rapprochez de vous-même en vous dégageant des transmissions et des fidélités qui ne vous appartiennent pas, et vous retrouvez ainsi votre individualité pour aborder votre vie de façon plus alignée. Mélissa nous parle notamment de son histoire avec l'endométriose et comment l'exploration de son arbre lui a permis de prendre conscience des messages que la maladie pouvait lui transmettre. Bonjour Mélissa, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast. J'espère que tu vas bien. Bonjour Mélanie, écoute, je suis ravie aussi de te retrouver aujourd'hui. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je vais très bien et je me réjouis de notre échange d'aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Mélissa, je viens d'avoir 31 ans. Je suis à la fois assistante coordinatrice et accompagnatrice en psychogénéalogie. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est récent en fait cette activité de psychogénéalogiste, je ne sais pas si on dit comme ça, Bon, il y a différents. de thérapeute en psychogénéalogie, on va dire. Voilà. C'est récent, qu'est-ce que tu faisais avant? Pourquoi la psychogénéalogie? Alors oui, c'est récent. Moi, avant, j'étais, commerciale. Je vendais des voyages, sur mesure, haut de gamme et après, Mmh. j'ai été commerciale dans l'événementiel, dans l'hôtellerie de luxe, où du coup, je m'occupais de vendre différents espaces, pour tout type, d'événements. Donc rien à voir avec la psychogénéalogie. Et en fait, du coup, il y a quelques années maintenant, on m'a diagnostiquée, atteinte, d'endométriose profonde Ouais. et du coup, c'est cette maladie, qui est venue mettre en lumière, pas mal de choses. Donc j'ai commencé à m'interroger, à explorer en fait, différentes thématiques et petit à petit je suis arrivée, sur le chemin de la psychogénéalogie que je ne connaissais absolument pas, auparavant. Donc c'est très récent parce que j'ai découvert la psychogénéalogie, l'année dernière, ouais, en 2020. Ouais. Donc c'est ce qui m'a amenée effectivement à explorer cet outil et cette thématique. OK, super. Et du coup, tu l'as testé avant tout pour toi, Mmh. par rapport à ta pathologie, et du coup, tu as décidé de te former parce que ça t'a plu, j'imagine? Exactement,
En fait, du coup, quand j'ai su que j'étais atteinte d'endométriose, je savais déjà, en fait, que ma maman avait eu avait rencontré des difficultés pour porter la vie, ma grand-mère aussi et en fait, quand le diagnostic est tombé, en fait, j'ai commencé à voilà, me poser, beaucoup de questions, à explorer, différents chemins et puis, ça m'a quand même interpellée le fait qu'il y ait, voilà un lien comme ça, enfin Des répétitions? exactement, des répétitions et du coup, j'ai commencé à lire sur le sujet, en fait et c'est comme ça que, oui, j'ai découvert la psychogénéalogie, le fait que voilà, il y ait des traumatismes, des maladies, des choses, en fait, qui s'impriment et qui peuvent se transmettre comme ça de génération en génération et donc effectivement, j'ai d'abord exploré, cet outil, pour moi à titre personnel, et c'est vrai que j'ai vraiment découvert, à quel point, la phrase, «Savoir d'où l'on vient», «Qui je Mmh. suis, savoir d'où je viens» a pris tout son sens parce que, à travers la psychogénéalogie, j'ai pu, découvrir à quel point, voilà des non-dits, des traumatismes non dépassés peuvent se transmettre de génération en génération de manière complètement inconsciente et du coup, c'est ce qui m'a vraiment, interpellée et j'ai trouvé ça, très très intéressant et enrichissant d'avoir cet outil-là ou cette exploration-là pour vraiment comprendre en fait, ce qui peut se passer, des blocages qu'on peut avoir, des choses qu'on n'arrive pas en fait à expliquer qui sont plus fortes que nous. Donc j'ai trouvé, ouais, que c'était que c'est un outil formidable pour aller explorer ces choses-là. OK. Est-ce que tu peux justement présenter ce que c'est la psychogénéalogie? Comment ça se passe? Sur quelle base, en fait, ça s'appuie? En fait, la psychogénéalogie, il y a quelques années, bon, bah, on savait qu'effectivement, on pouvait, hériter génétiquement, par exemple de traits physiques, mais on s'est rendu compte aussi qu'on pouvait en fait hériter d'une sorte de bagage émotionnel, de génération en génération. Donc, ça peut être voilà, comme je le disais tout à l'heure, des traumatismes, des secrets, des non-dits, qui n'ont pas été dépassés en fait et qui se sont vraiment, imprimés dans les mémoires cellulaires et qui se transmettent en fait de génération en génération de manière complètement inconsciente Mmh. et donc du coup, on s'est vraiment rendu compte de ça, de ce qui pouvait, se passer. On s'est aussi, rendu compte que voilà, in vitro aussi, il peut se passer vraiment, beaucoup de choses, qui peuvent être transmises en fait comme ça de manière complètement inconsciente et en fait la psychologie analogie, c'est vraiment un outil qui va venir, éclairer un petit peu l'arbre généalogique. On peut pas forcément tout connaître, tout deviner parce que, ben, il y a des secrets qui resteront secrets, des non-dits qui resteront non-dits, mais en fait, on peut vraiment aller explorer cet arbre et remarquer des répétitions, remarquer, qu'à certaines dates où, par exemple, on va avoir quelqu'un, où, l'un de ses parents a vécu un traumatisme à tel âge, lui-même à tel âge, il se passe aussi quelque chose. Il peut y avoir aussi plein d'indices, en fait, au niveau des dates de mariage, au niveau des prénoms qui sont donnés, Mmh. qui vont venir en fait aider à débloquer certains blocages pour la personne qui fait cette démarche-là. Sachant qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de se libérer en fait de ce qui nous appartient pas pour retrouver, reprogrammer en fait notre individualité. C'est-à-dire que Ouais. tu vois, ces traumatismes qui ont été, vécus, qui n'ont pas été dépassés ou voilà, ou ces non-dits ou ça appartient en fait à d'autres personnes dans l'arbre et parfois on porte en fait ces traumatismes-là qui n'ont pas été dépassés et pour le coup, il ne nous appartient pas et ça vient nous bloquer en fait à un moment de notre vie ou vraiment pour pouvoir avancer de manière, sereine et alignée et juste,
on ressent le besoin en fait de se libérer de tout ça pour vraiment retrouver son individualité et poursuivre, son chemin. OK. Et comment se passe une séance, en fait? Et déjà, est-ce qu'il faut plusieurs séances? Est-ce qu'on arrive déjà avec, un objectif, une envie précise? Est-ce qu'il faut plusieurs séances? Et comment ça se passe? Est-ce qu'il faut préparer des choses en amont et cetera? Alors déjà, c'est vrai que, on n'explore pas, son arbre par simple curiosité. Hem, c'est vrai qu'une personne qui va avoir besoin d'un accompagnement en psychogénéalogie, ça va être une personne qui ressent un blocage, qui ressent une peur, qui ressent vraiment en fait un besoin d'aller, se libérer de quelque chose, tu vois? Qui a vraiment ce besoin-là en fait, parce que c'est pas Mmh. anodin. C'est la psychogénéalogie va t'inviter à revivre, certaines émotions qui sont pas confortables, à découvrir des choses, ton l'inconscient en fait va venir se rappeler en fait oui de traumatismes ou d'émotions qui sont pas forcément hyper confortables, donc faut vraiment être conscient de ça, déjà. Mmh. Et après, bon, bah, le format, on va dire, de la thérapie peut, complètement varier, d'un thérapeute à l'autre puisqu'il existe différents outils. Donc, il y a pas vraiment on peut pas, vraiment définir, en fait, d'un nombre de séances à l'avance. Mmh. Là, ce qu'on peut demander, enfin, ce qu'on demande effectivement en amont, ça va être, certaines dates, les prénoms par rapport aux oncles, aux tantes, certaines dates, voilà de mariage, de naissance, de décès, s'il y a des pathologies particulières, les métiers des oncles et tantes par exemple, des parents. Voilà différentes informations, comme ça, pour un petit peu, préparer ensemble, après l'arbre qu'on va construire. Donc ça, c'est des premières informations, sachant qu'encore une fois, ben, parfois on a très peu d'informations, parfois on en a beaucoup. C'est pas grave parce que justement le fait de manquer certaines informations peuvent justement mettre en lumière quelque chose que tu vois, une information qui justement a eu besoin d'être, oubliée, Ouais. inconsciemment par la famille. Donc ça se présente comme ça. Et puis après, comme je le disais, il y a différents outils. On peut après utiliser, des méditations, on peut utiliser des actes symboliques après quand, voilà, on a mis, en lumière, quelque chose qu'on souhaite se libérer et reprogrammer son individualité. On peut proposer aussi des constellations individuelles, en groupe, il y a pas mal d'outils après qu'on peut explorer. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer aussi ce que c'est les constellations familiales? Vous en faites un petit peu du coup? Alors, les constellations familiales, oui, en fait, elles peuvent se faire de manière individuelle ou en groupe. Donc si elles se font individuelles, ça va être par exemple, avec des figurines. On va, utiliser des figurines en fait pour représenter, certaines personnes de la famille. Et si jamais on l'organise en groupe, là en fait on va, c'est des personnes qui vont, on va dire, servir de canal en fait pour entre guillemets «jouer le rôle» en fait d'un membre de la famille. Donc ça va être vraiment comme une sorte de mise en scène en fait où la personne qui fait sa constellation va placer en fait les membres de sa famille à certains endroits de la pièce, de manière totalement inconsciente, et ces personnes-là vont vraiment, devenir un canal et vont venir, ressentir, des choses, des sensations, des ressentis ou par rapport en fait aux personnages qu'ils interprètent. Et l'idée là, c'est vraiment il se passe des choses assez fortes au niveau de l'inconscient, et ça vient, mettre en lumière en fait des choses que la personne n'avait pas du tout, conscientisées, ou alors elle se doutait elle avait une impression, mais elle ne savait pas trop, et ça va vraiment venir donner des informations. C'est pas évident à décrire comme ça avec des mots, Ouais. Mmh. constellation. C'est là pour le coup, c'est vrai que c'est vraiment une expérience, où il est difficile de mettre des mots dessus.
Mais en tout cas, ça c'est, pour le coup une exploration en profondeur qui est assez impressionnante et qui pour le coup, aide vraiment la personne à mettre en lumière ce dont elle a besoin pour mieux cheminer. D'accord. Et quand ça se fait en groupe, comment sont choisies les personnes du groupe? Alors, ça peut être la personne, qui fait sa constellation qui choisit du coup les personnages, enfin les personnes en voilà, pas de par une intuition ou voilà, vers qui elle a envie de se tourner. Ça peut être D'accord. aussi parfois la thérapeute qui organise la constellation qui peut choisir aussi, les personnes. Pour le coup, il y a plusieurs choses qui sont possibles. OK, d'accord. Pour quel motif, en fait, on peut venir faire, de la psychogénéalogie? Je pense qu'il faut quand même être dans une certaine démarche de développement personnel et surtout dans une, conscience que l'inconscient, en fait, joue un rôle important dans notre vie. Mmh. Tout le monde n'est peut-être pas concerné par cette approche, j'imagine. Et pour quel motif, en général, les gens viennent faire, une séance de psychogénéalogie? Alors ça peut être, effectivement différents motifs, mais par exemple si on prend, comme on le partageait tout à l'heure, la répétition, ça peut être par exemple, une femme ou, dans sa lignée de femmes justement, sa grand-mère a perdu son premier enfant, sa maman a perdu son premier enfant et là cette jeune femme est enceinte de son premier Mmh. enfant et a peur de perdre son bébé comme, sa maman et sa grand-mère. Ça, tu vois, ça Ouais. peut être un motif. Enfin, ça peut être quelque chose qui invite effectivement à venir explorer avec la psychogénéalogie. Ça peut être aussi une maladie aussi qui se répète, de génération en génération. Ça peut être aussi, par exemple, une personne qui, à chacune de rencontre à chaque fois un conjoint, un compagnon qui est violent, par exemple. À chaque fois, il y a cette répétition-là. Ça peut être aussi, ça peut être aussi, par exemple, des angoisses où on a l'impression, en fait, il y a quelque chose qui ça nous dépasse. Tu sais l'expression: «C'est plus fort que moi», j'ai Mmh. peur de ce truc-là alors que pourtant, je vois pas, où est-ce que j'aurais pu avoir un traumatisme ou autre. Quand on a cette impression, en fait, qu'il y a vraiment quelque chose qui nous bloque, qui nous dépasse, qui on a la sensation qu'on porte quelque chose pour quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi, tu vois, par exemple, une personne qui du coup, quand sa maman est malade, mais même, tu vois, un rhume, pas quelque chose Mmh. de très grave, ça la met dans tous ses états. C'est quelque chose qu'elle supporte pas, qu'elle supporte vraiment pas, en fait, de voir sa maman malade et ça lui pose problème parce que c'est très compliqué à gérer pour elle au quotidien. Et tu vois, bah, par exemple, en allant explorer son arbre, bah, on peut se rendre compte qu'en fait, sa maman, elle était tombée malade et en fait, les médecins lui avaient dit que c'était certainement une bonne idée de concevoir un bébé parce que ça allait peut-être, l'aider justement, par rapport, tu vois, aux anticorps ou autres, pour pouvoir, guérir de sa maladie. Bon, bah, très clairement, une fois que tu identifies ça, tu te dis: «OK, donc en fait, cette femme donc, est venue au monde pour, dans l'espoir de Guérir sa guérir, maman. en fait, sa maman». Ce qui fait qu'à Ah ouais. chaque fois que sa maman, sera malade, c'est quelque chose ça va vraiment venir la toucher très profondément. Pour le coup, ça peut être plein de thématiques différentes. Ça peut être aussi, tu vois, bon, bah, comme je disais, des relations, voilà, amoureuses, qui se répètent d'une façon qui n'est pas juste. C'est pas forcément que, tu vois, des challenges ou des problématiques avec des membres de la famille. Ça peut se jouer dans d'autres espaces relationnels, amicaux, amoureux ou autres et c'est juste que, il y a beaucoup de choses qui du coup, proviennent de l'espace familial, de base. Mmh. OK. Dans ton cas, en fait, où tu savais déjà, en fait, que ta mère et ta grand-mère avaient eu des difficultés à porter la vie, Mmh. est-ce qu'elles avaient de l'endométriose elles-mêmes? C'était peut-être pas diagnostiqué à l'époque, mais
Oui, c'était pas diagnostiqué à l'époque, ma maman se souvient qu'elle pouvait avoir des douleurs, qu'elle avait eu des kystes. Mais voilà, à l'époque, on s'interrogeait pas du tout, en fait, sur ces choses-là, sur les douleurs qu'on pouvait avoir. Ma grand-mère ne se souvient pas particulièrement de symptômes comme ça. Mais c'est vrai que voilà, elle avait été, alitée, pour ces 2 grossesses et on lui avait dit de qu'il n'était pas envisageable d'en prévoir d'autres alors qu'elle avait, 18 et 20 ans, tu vois? Ah ouais, Pour ces grossesses. Mais effectivement non, ça avait pas été du tout, diagnostiqué. diagnostiqué ou mis en lumière. Mmh. OK. Et du coup, de savoir qu'elles avaient eu des difficultés, en faisant des séances de psychogénéalogie, qu'est-ce que ça a ressorti pour toi? Est-ce que tu as pu faire le pont entre tes symptômes, toi, ce que tu vivais aujourd'hui et ta lignée familiale, ce qu'elle portait? Alors ça m'a permis effectivement, déjà en explorant un peu plus l'arbre et pour le coup, j'ai eu la chance de pouvoir encore questionner ma grand-mère par rapport à Mmh. certaines informations de mes lignées et déjà, j'ai pu, me rendre compte qu'en fait, ça remontait encore plus haut. C'est-à-dire que mon arrière-grand-mère aussi, avait rencontré des difficultés, pour porter la vie. Il y avait d'autres personnes aussi dans mon arbre, en fait, qui avaient rencontré des difficultés. Ah ouais. Hem Et en fait, du côté, de mon papa, il y a pas mal de, personnes dans mon arbre qui ont pas, forcément été élevées par leurs parents. Donc tu vois, j'ai commencé à mettre en lumière, des points d'interrogation par rapport à la maternité, par rapport à tu vois, à des relations, parents-enfants, qui se sont passées, tu vois, de manière différente. On a commencé, tu vois, à mettre en lumière des choses comme ça que, soit j'avais déjà conscience, soit, j'avais pas du tout, tu vois, fait de lien entre Mmh. différentes choses. Et puis, après pour le coup, c'est vrai que l'endométriose, ça vient vraiment, ça vient v là pour le coup, c'est une maladie, moi c'est ma croyance en tout cas, que c'est une maladie qui vient vraiment, nous rappeler à quel point le féminin, en fait, a été blessé depuis, de nombreuses années. Mmh. C'est sûr que, la génération de nos parents, de nos grands-parents, enfin surtout de nos grands-parents, qui ont connu ces époques, de guerre, heu, qui ont, hem, qui ont connu aussi beaucoup de violences, sexuelles en fait, où il y a eu beaucoup d'inceste, où il y a eu beaucoup de viols. Donc il y a tout ça en fait, tu vois, quand je disais tout au départ, des traumatismes en fait qui s'impriment comme ça dans nos mémoires cellulaires, très clairement c'est des choses en fait qui se sont certainement, transmis de génération en génération de manière totalement inconsciente et aujourd'hui aujourd'hui, en fait, moi, je trouve en tout cas que oui, cette maladie vient nous rappeler ça, vient nous rappeler en fait que ça fait un moment qu'on s'est complètement déconnecté en fait de notre féminin. Et quand je dis féminin, c'est vraiment le côté en fait où avant les femmes étaient beaucoup plus connectées en fait à leur corps, à leur intuition, étaient très en lien avec la lune, avec les astres, avec il y Mmh. avait toutes ces choses-là, en fait, que petit à petit, on a complètement, oublié ou on a été forcé à l'oublier et du coup, c'est vrai que voilà, les moi surtout, par exemple, moi, pour mon cas, les femmes de mon arbre sont dans une énergie, très yang, très masculine où du coup, elles sont dans le faire, dans l'action et très peu, elles ne savent pas être dans l'être, tu vois? Mmh. Le vraiment de se reposer, de se régénérer, de se reconnecter en fait à toutes leurs, voilà, à leurs intuitions, à tout ça. Ça a été pour elles, c'est quelque chose, aujourd'hui qui n'est plus du tout dans leurs habitudes et du coup ça, c'est l'endométriose pour le coup, est venue moi
me rappeler tout ça. Et puis, et puis oui, c'est vrai que dans aussi l'espace, tu vois, du couple, de la famille, c'est vrai que moi, les femmes de ma lignée sont très dans la dévotion, parfois même dans la soumission. Mmh. Et clairement, l'endométriose est venue m'interroger sur ça, sur est-ce que ça, c'est juste pour moi? D'accord. C'est ce que tu retiens, en fait, de ces séances de psychogénéalogie, c'est que la maladie est arrivée pour nettoyer quelque chose, qui se répétait, en fait, dans ta lignée familiale, sachant que ça touche ta lignée, du côté de ta mère, mais aussi du côté de ton père? Mmh, tout à fait. OK. On étudie toujours, en fait, les 2 côtés, il y a pas que la lignée de Tout la à lignée fait. féminine, on va dire. Mmh. OK. Et du coup, pour toi, donc, les maladies auraient une symbolique, pour moi aussi, Mmh mh. en tout cas, les maladies ont une symbolique et un message à faire passer Mmh. pour, en quelque sorte, stopper la propagation ou la répétition d'un schéma familial? Tout à fait. Je partage, complètement cette croyance-là. En plus, pour le coup, pour l'endométriose, enfin, c'est pas du tout, anodin. Cette, maladie vient toucher un espace sacré pour la femme, notre temple sacré, vraiment nos organes génitaux. Et c'est vrai que c'est très en lien aussi avec le foie. Et ce foyer-là, vraiment, c'est la colère, en fait, Mmh. qui s'exprime à cet endroit-là. Et clairement, c'est très en lien, avec, tout ce que je viens de partager autour de ce féminin Mmh. blessé. Donc oui, en tout cas, c'est ma croyance que les maladies, voilà, sont là pour nous. Pour moi, ce sont des traumatismes, des émotions, en fait, qui se sont cristallisées à un endroit de notre corps. Et en fait, le corps s'exprime à travers, voilà, ces maladies, ces douleurs pour justement, ramener de la conscience, à quelque chose qui est important pour nous. Du coup, en fait, quand on est en séance, si on a les infos de notre arbre généalogique, parce que j'imagine que ça se fait pas justement en une seule séance. J'imagine que la première séance, on passe en revue l'arbre généalogique, tu poses des questions sur, les dates, sur des précisions pour essayer de faire des liens, en surface, on va dire, Mmh. et après ça demande de pouvoir communiquer avec sa famille, j'imagine, parce que sinon les infos, on les a pas forcément. Voilà, si on a la possibilité, en fait, de pouvoir échanger avec certains membres de notre famille et qu'on a envie de le faire, on peut le faire. Si en revanche, on a, pas du tout envie, de faire enfin, de partager avec certains membres de la famille, si on est en froid, par exemple, avec, certains membres de la famille, ou si, on n'a pas la chance d'avoir encore, certains membres de notre famille, on peut aussi tout à fait, faire avec, les informations dont la personne se rappelle. Parce que, c'est ça aussi qui va être, important, c'est que c'est là encore une fois, c'est pas anodin de se rappeler de certaines informations et d'autres non. Donc Mmh. parfois on va, se rappeler que du nom de famille et pas du prénom de certaines personnes, ou enfin tout mine de rien, tout ça va déjà en fait nous donner des informations. Et on peut complètement en fait aller explorer de cette manière-là, parce que, même s'il y a des personnes qu'on n'a pas connues, dans notre famille, on peut avoir des ressentis ou une sensation en fait, ou une intuition vis-à-vis de certaines personnes ou de certaines choses. Parfois on peut aussi se raconter des histoires sur tel ou tel membre de la famille qu'on n'a pas forcément connu. Et ça, ça peut être l'inconscient, tu vois, qui s'exprime ou qui a des infos, alors qu'on bah, finalement, on ne sait pas vraiment, mais ça peut être effectivement des pistes à explorer. OK. Et par exemple, quelqu'un qui, donc comme toi, a de l'endométriose et souhaite, faire, étudier en tout cas son arbre généalogique et voir s'il y a des liens. Vous repérez en séance des schémas qui peuvent expliquer et cetera, mais comment en fait le but c'est de se libérer de l'endométriose ou c'est de faire juste des liens et de comprendre pourquoi on a cette maladie?
Non, le but, que ce soit pour l'endométriose ou d'autres choses d'ailleurs, ça va être, alors dans un premier temps, voilà, mettre en lumière certaines informations, certains liens, certaines explications. Et après, une fois qu'on a apporté de la conscience là-dessus, l'idée va être en fait de se libérer de ça, de se Mmh. libérer de traumatismes ou de choses qui a pu créer en fait un blocage à un moment donné, et ensuite de reprogrammer en fait sa propre individualité pour vraiment de reprendre cette responsabilité-là, et de se dire, «Bon, bah, là, OK, j'ai mis en lumière ça, j'ai pris conscience que ça m'appartient pas, j'ai besoin de lâcher ça, d'accepter que ça m'appartient pas pour pouvoir, vraiment après retrouver mon individualité et avancer». Donc c'est pas, l'idée c'est pas de se dire qu'avec ça, on va guérir de l'endométriose ou on n'aura plus de l'endométriose ou une autre maladie, mais c'est déjà vraiment d'aller explorer en fait ce que la maladie peut nous envoyer comme message, et ça c'est déjà un très gros, ça c'est déjà très, très important, de le faire. Ouais, pour, en tout cas donner la possibilité au corps de s'auto-guérir en fait, de retrouver son pouvoir d'auto-guérison. C'est ça, et ouais, et vraiment le corps demande de lâcher quelque chose, de se libérer en fait d'un poids, et clairement, ouais, c'est ce qu'on peut faire avec la psychogénéalogie, donc c'est OK. Si une personne est adoptée, vous partez sur l'arbre généalogique de sa famille adoptive, puisque souvent, les mmh, personnes adoptées n'ont pas forcément d'informations sur leur famille, génétique, on va dire. Vous pouvez partir quand même de la famille adoptive, de l'arbre généalogique, adoptif? mmh, tout à fait. Tout à fait, on peut clairement, bah, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, hein, puisque, si en plus la personne n'a pas du tout ou très peu d'informations sur sa famille, génétique, oui, oui, on part sur la famille adoptive, sachant que là, encore une fois, c'est pas un hasard que du coup cette personne-là, aura cette famille-là, Mmh. cette famille adoptive. Donc clairement, il y a des liens aussi Il y a des liens qui se créent, des schémas qui se transmettent, même si c'est pas par le sang. tout à fait, exactement. Ouais, ça OK. c'est déjà arrivé. Mmh. Et quel que soit l'âge, auquel la personne a été adoptée, en fait? Mmh, tout à fait. Ouais, OK. Et dans le cadre d'une infertilité inexpliquée, comme, on en entend beaucoup parler quand même, Mmh mh. il y a quand même une bonne part de couples qui sont dans cette catégorie. Mmh. Hem, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut être intéressant de faire une séance de psychogénéalogie quand on est en parcours depuis quelque temps et qu'on trouve pas de réponse. Mmh. Est-ce que notre lignée familiale peut expliquer certaines choses? Complètement, parce que, tu vois, il y a plein de cas qui peuvent être explorés, mais par exemple, ça peut être bien, d'aller un petit peu explorer, si, dans l'arbre, est-ce que, les femmes ont été, mamans par obligation? Est-ce que ça a été vraiment un choix de leur part de devenir mère, ou est-ce que ça a été, quelque chose d'inconscient, inconsciemment, qui était obligatoire. Ça peut être aussi, est-ce que le rapport à la mater quel est le rapport, que la personne a vis-à-vis de la liberté de la maternité? Est-ce que dans la famille, il y a une croyance, où il y a eu un traumatisme, qu'en devenant mère, tu perds ta liberté? Est-ce que certains ont été privés comme ça, ou ont fait des sacrifices, très, très importants, qu'ils n'ont pas réussi après à transmuter ou à accepter, tu vois? Ça peut être, à la fois du côté, des femmes ou du côté des hommes. Bon, bah, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être aussi des cas d'enfants, de bébés, tu vois, mort-nés, ou d'accidents, tu vois, qui sont venus traumatiser aussi, certaines personnes dans l'arbre,
il peut y avoir vraiment, plein de pistes d'exploration autour de la maternité, autour de l'enfant. OK. Ça peut aller jusqu'aux oncles, aux tantes, aux cousins et Mmh, cetera. Ça peut avoir un impact sur notre vie aussi? complètement, complètement. Ouais. OK. Mais ça veut dire que le praticien, le thérapeute en psychogénéalogie analyse complètement l'arbre, mais en posant des questions qui sont, forcément orientées par rapport à l'objectif de départ, j'imagine? Tout à fait. Pour vraiment creuser tout ce qui a pu se passer dans la famille? Mmh. C'est ça, oui, oui, c'est très en lien, je te le partageais tout à l'heure, quand, voilà, tu souhaites, bah, être accompagné par un thérapeute en psychogénéalogie, tu arrives avec, voilà, une problématique, un challenge, un blocage. Donc effectivement, l'exploration va être, axée par rapport à cet objectif, là. Et surtout qu'en plus, ça je tiens vraiment à le rappeler, c'est que si tu veux, l'idée c'est vraiment entre guillemets de mener une exploration en fait avec le thérapeute. Va y avoir des hypothèses qui vont être amenées. Comme je le disais, on ne peut pas avoir toutes les informations, on ne saura pas, forcément tous les secrets, les non-dits et cetera. Le but c'est vraiment ensemble, de construire un peu une exploration et de voir comment ça résonne chez la personne. Par exemple, si, on explore ton arbre et qu'à un moment donné, rien qu'en prononçant, le prénom je sais pas moi, d'une tante à toi ou d'une arrière-grand-mère que tu connais ou pas forcément, il se passe quelque chose pour toi. Ça peut être, tu vois, Indication? oui, exactement. Ça peut être l'inconscient là qui manifeste quelque chose. Tu sais pas forcément d'où ça vient, tu sais pas pourquoi ou je sais pas, d'un coup, ça peut être que tu sens que ta gorge est assez serrée, qu'il se passe quelque chose, soit voilà, en indiquant le prénom ou alors en imaginant peut-être une hypothèse, en se disant: «Bon, bah, peut-être que cette personne-là, là, vous me dites que, ses parents, étaient pas forcément présents ou que visiblement elle avait plus de liens avec sa grand-mère, est-ce que possiblement, voilà, il a pu se passer ça, et tu sais pas forcément, mais tu vas ressentir des choses. Donc vraiment ça, c'est important de rappeler que c'est une exploration comme ça où, il y aura des certitudes, il y aura des hypothèses et l'idée c'est vraiment d'aller, justement, observer ce qui se passe. Ouais, c'est ça, c'est se connecter à soi et on cherche pas forcément des réponses, sûres, mais c'est se reconnecter à ses ressentis et faire confiance à son inconscient et aux sensations qu'on peut ressentir pendant la séance pour se dire: «Bon, bah, de toute façon, là, il y a quelque chose à libérer, même si on n'aura pas peut-être pas toutes les réponses, il y a quelque chose à libérer là» et ne peut-être pas conscientiser et mettre, des mots ou, faire intervenir le mental, en fait, là-dedans. Exactement et c'est pas forcément facile mais effectivement c'est vraiment, l'idée. Pareil, on m'avait déjà posé la question lors d'un atelier, mais l'idée, c'est pas forcément aussi d'aller, une fois que tu as conscientisé des choses, d'aller voir certains membres de la famille et leur dire: «Ah bah attends, moi du coup, j'ai mis en lumière ça, Mmh. peut-être qu'il faudrait que tu fasses ça ou qu'on parle de ça». Non, là, le but, c'est vraiment pour la personne de venir se libérer en fait de quelque chose et vraiment après de retrouver son individualité et en aucun cas, l'idée c'est d'aller après, si tu as le souhait de partager certaines choses avec certains membres de ta famille, pourquoi pas? Mais, c'est pas, comment dire? C'est pas un outil qui derrière après va forcément t'amener à ça. Là, l'idée c'est vraiment de se libérer soi, d'apporter de la conscience puisque chacun après mène son bout de chemin en fait. Il y a certaines personnes qui seront pas prêtes à entendre des choses et vraiment le chemin de chacun, ouais, lui est propre donc c'est important aussi ça de s'en rappeler. Oui, le but n'est pas d'accuser ou de juger qui que ce soit dans la famille. Chacun a fait comme il pouvait avec, son histoire, ses blocages, ses croyances, ses propres filtres, en fait et du coup, là, comme tu dis, c'est vraiment le but de se libérer soi, de reprendre les rênes de sa vie, la responsabilité de son bonheur aussi, Mmh. mais c'est vraiment pour soi et pas,
dans le but de reprocher en fait Oui. certains choix qui ont été faits dans notre famille et comment dire, remettre la faute sur quelqu'un d'extérieur. C'est vraiment le but, c'est de reprendre la responsabilité de sa vie. Exactement, reprendre la responsabilité de sa vie et ça peut être justement aussi, la possibilité de mieux comprendre certains membres de notre famille et d'avoir même de pouvoir être en capacité de ressentir de la compassion pour eux. Mmh, Parfois, ça peut vraiment aider à apaiser, certaines relations. Parce que, en faisant cette exploration-là, ben, finalement, on se rend compte que, ah bah oui, telle personne, elle aussi, tu vois, au niveau de son enfance, elle a pu vivre ça, telle personne surmonte, elle a pu vivre ça. L'idée, c'est pas de comment dire? De donner raison ou d'excuser, mais c'est juste que ça peut apporter de la compréhension qui peut, voilà, découler sur de la compassion ou alors de l'acceptation. Et ça, c'est vrai que ça peut être aussi, hyper chouette pour la personne, qui ressentira le besoin de justement d'apporter de l'apaisement ou de la sérénité par rapport à certaines relations. Surtout qu'en plus, l'arbre généalogique, alors à la fois effectivement, il y a des traumatismes, des choses comme ça, difficiles ou inconfortables qui peuvent se transmettre, mais il y a aussi, et ça faut pas l'oublier, des valeurs incroyables, des choses, vraiment merveilleuses qui se transmettent aussi de génération en génération et en fait, je trouve que cette exploration-là nous aide à justement se rappeler de ça, en se disant: «OK», un peu comme nous-mêmes en fait, on a des parts d'ombre, on a des parts de lumière, on a des forces, on a des «faiblesses» entre guillemets et l'idée c'est de se dire: «OK, avec ça, comment je fais par exemple, pour, accepter, des choses qui sont, plus difficiles ou, inconfortables, quels outils j'ai, quelles valeurs j'ai, qu'est-ce qu'on m'a transmis justement, pour pouvoir, un petit peu aller apaiser, ces parts d'ombre qui sont un peu plus, inconfortables et je trouve ça hyper chouette de se rappeler de ça en fait et là encore c'est pas le but, c'est pas du tout de pointer du doigt, un tel ou un tel, mais plutôt de se dire: «OK, bon bah, voilà, moi, ça c'est mon arbre, c'est mon histoire, c'est mon clan, c'est ma lignée. On m'a, transmis à la fois ça, à la fois ça. Aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que j'en fais? Comment j'utilise mes forces et ces super valeurs, pour, venir apaiser, voilà, les parts d'ombre, ce qui est plus inconfortable, ce qui est plus difficile à accepter et moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois et je trouve que là encore, ça nous redonne du du pouvoir sur notre vie, ouais. ouais et ça nous rappelle cette responsabilité-là et Oui et puis je pense que une fois qu'on comprend que chacun fait du mieux qu'il peut mmh, au travers de ses blessures, de ses croyances, de sa vie, de tout ce qu'il a pu entendre et cetera, ça déjà, chacun reprend sa propre responsabilité, mais je trouve que ça enlève de la culpabilité en disant: «De toute façon, personne n'est parfait toujours, tout le monde fait au mieux» et surtout dans ce parcours de fertilité, en tout cas pour celles qui nous écoutent, je pense que c'est vraiment important de vraiment garder en tête qu'on fait tous du mieux qu'on peut mmh, et à tous les niveaux. Encore une fois, selon les histoires, selon les familles, il ne s'agit pas d'excuser tout, parce qu'il y a certaines choses qui ne s'excusent pas, mais le pardon, le fait de dire: «Bon, bah, voilà, chacun son chemin» et dans ma croyance, en tout cas, on choisit nos familles aussi pour travailler certaines choses. Comme tu le mmh, disais, on n'est pas dans nos familles par hasard, c'est aussi pour comprendre des choses, pour nettoyer des choses. Donc c'est vraiment reprendre le pouvoir sur sa vie et se remettre au centre et ne pas accuser l'extérieur, en fait, de nos maux, mais de trouver peut-être des explications, à se dire: «OK, moi je suis là parce que, bah, il y a ça à nettoyer et j'ai envie de cesser, de couper en fait cette transmission dans la lignée et peut-être que juste ça, de se dire: «Bon bah voilà, moi en m'en libérant, je libère aussi toute ma lignée avant moi, mais je libère aussi la lignée d'après». Et du coup, je trouve ça très beau en tout cas comme démarche, de toujours se remettre au centre de ça et vraiment de pas, chercher, des coupables justement dans notre lignée, dans notre arbre généalogique. C'est vraiment pas le but. C'est juste
de chercher ce qu'il y a à libérer pour nous, en fait, avancer sur notre chemin de manière plus sereine et apaisée. Exactement et justement comme tu le disais, le fait de venir libérer les générations d'avant et d'après, c'est vrai que, moi c'est ce que je partage, avec mon entourage ou mes amis qui sont mamans, ou qui souhaitent le devenir et c'est vrai que je trouve que c'est l'un des plus beaux cadeaux en fait qu'on peut faire aux générations à venir, de justement de reprendre en fait notre responsabilité, de se libérer de ce qui nous appartient pas, pour qu'à leur tour, eux, et voilà, aient le moins de poids possible à porter sur leurs épaules et puissent être vraiment dans un chemin qui leur est vraiment propre avec, leur propre individualité et que ça soit vraiment plus, ouais, le plus juste et aligné pour eux. Et tu disais que tu faisais des ateliers. Je crois que tu fais partie de l'association Famando Co, Mmh. c'est ça? Tu proposes des ateliers, du coup, régulièrement, autour de quel thème? Autour, bah, justement de la psychogénéalogie et de l'endométriose, ben, par rapport déjà à tout ce qu'on vient de partager où, j'apporte, voilà des clés de compréhension déjà par rapport en tout cas moi, ma croyance que j'ai, par rapport à ce qu'on partageait tout à l'heure autour de la Mmh. maladie, des émotions en fait qui viennent se cristalliser, à la symbolique, par rapport à voilà, à l'endroit que l'endométriose peut toucher ou les endroits. Et justement de partager tout ça en fait sur, ce que ça vient, mettre en lumière, sur à quel point en fait ça vient nous interroger en fait au plus profond sur nous, notre être en fait. Parce que parfois on s'est jamais posé certaines questions, parce que ben, c'est pas venu ou c'est pas notre habitude et du coup je partage pas mal autour de ça et voilà l'idée, c'est vraiment, ça d'apporter des clés de compréhension, d'aider à, mmh, à mettre en lumière des points qui sont importants pour nous dans différents espaces, se reconnecter au pardon, à l'acceptation, à pas mal de choses. Mmh. D'accord. Est-ce que tu as des choses à ajouter, à compléter par rapport à tout ce qui s'est dit? Rappeler que parfois on peut, ça peut prendre du temps avant que des choses, arrivent à notre conscience. Heu, Mmh. Ce que je veux dire, c'est que parfois, comme avec tout, accompagnement ou toute thérapie d'ailleurs, c'est que parfois on pense être prêt à entendre des choses, à conscientiser des choses alors qu'en fait, bah, finalement non et parfois voilà l'exploration qu'on va pouvoir faire, va, prendre forme peut-être plus tard pour la personne, où il y a des clés de compréhension en fait qui viendront peut-être plus tard et je trouve que c'est important de se rappeler que parfois ça peut être des explorations qui prennent du temps et que la patience est vraiment importante dans ce genre d'exploration et de cheminement parce que, j'aime beaucoup dire que voilà en thérapie on plante des petites graines et après ça appartient vraiment à la personne de d'arroser certaines graines ou non et c'est Mmh. quelque chose qu'elles peuvent faire, à différents moments de leur vie et c'est OK. C'est OK parce que voilà, chaque timing est juste et je trouvais important de rappeler ça. Mmh. Et j'ai oublié de te demander, mais comment tu vis ton endométriose, toi, aujourd'hui, avec, tout le chemin que tu as pu parcourir? Aujourd'hui, ça va. Je suis, en paix, par rapport à cette maladie dans le sens où je l'ai acceptée. Mmh mh. Je l'ai accueillie et acceptée. Le fait d'avoir, conscientisé beaucoup de choses, justement autour des messages que la maladie était venue m'apporter, m'a beaucoup aidée, je pense, par rapport à mes symptômes. Mmh. Puisqu'aujourd'hui, je n'en ai quasiment plus. Mmh. Donc ça m'a, vraiment aidée à me reconnecter à mon corps et à me reconnecter à mon essence, pour le coup.
voilà, je suis consciente, qu'elle est là, que je dois prendre, enfin qu'elle m'invite à prendre soin de mon corps. J'ai conscience que quand, mon comment dire? Quand mon émotionnel est perturbé et que je suis dans un inconfort, voilà, émotionnel, qu'il y a des périodes qui sont moins faciles que d'autres. Je sais que l'endométriose est là pour me rappeler, de prendre soin de moi et de mon corps. Mais oui, aujourd'hui, ouais, je suis, en paix et dans la résilience par rapport à ça. Est-ce que tu peux dire que tu la vois comme un allié presque, cette maladie? En fait, qui est là pour t'envoyer des messages pour que tu prennes soin de toi? Complètement, parce qu'en plus, moi, elle est venue me rappeler que du coup, il était important que je sois consciente de mes limites, de mes besoins, pour pouvoir les faire respecter et les nourrir. Mmh. Donc c'est clair que sur différents plans et espaces de ma vie, l'endométriose est clairement, une alliée par rapport à ça. Donc oui, je peux dire que je la considère, comme telle. Mmh. OK. Merci beaucoup, c'était très intéressant, très riche. Merci d'avoir partagé tout ça et de nous avoir fait découvrir, cette approche qui peut être, vraiment intéressante dans, le cadre de certaines maladies. Parce que là, on a parlé d'endométriose puisque ça te concernait, mais Mmh. pour celles qui nous écoutent, ça peut être aussi, les ovaires polykystiques. En fait, tu pars, j'imagine d'une symbolique aussi de Mmh. la maladie pour, pouvoir étudier l'arbre? Exactement. Ouais, donc voilà, pour celles qui nous écoutent et qui ont déjà eu, un diagnostic de posé, ça peut être intéressant de creuser la symbolique. Encore une fois, on parle pas de culpabilité, on n'est pas coupable de ce qu'on vit. L'intérêt, c'est de voir, d'aller chercher le message derrière ça, parce que qu'il y ait une pathologie, d'identifier, ou que vous soyez en infertilité inexpliquée, que vous ayez ce projet de bébé, c'est intéressant d'aller creuser tout ça pour comprendre en fait le message qu'il y a derrière, parce qu'il y a toujours un message derrière ce que l'on vit. Notre corps fait toujours en sorte qu'on soit le plus heureux possible. En fait, notre corps, c'est Mmh. notre allié. C'est sa manière de s'exprimer, en fait. Mmh. Les épreuves de la vie, ce qu'on peut ressentir, ce sont des messages à comprendre. Et c'est vrai que, d'aborder, l'inconscient grâce à la psychogénéalogie ou grâce, à la thérapie ou la thérapie intuitive comme moi je fais, c'est très riche et ça peut être vraiment libérateur pour, déjà simplement et c'est déjà beaucoup, vivre sa vie de manière plus sereine et positive et se reconnecter complètement à soi. Réapprendre en fait, comme je dis souvent, c'est comme si on écrivait notre propre dictionnaire en fait, notre propre mode d'emploi, pour comprendre en fait ce que notre corps veut nous passer comme message et se libérer de ça. Se libérer d'un poids familial qui, comme tu l'as dit, ne nous appartient pas et dont on n'a plus besoin en fait. Et même, si vous êtes en début de désir de maternité, c'est intéressant aussi de toute façon de faire cet arbre généalogique, de faire cette exploration, familiale, inconsciente, pour libérer de toute façon, parce que dans toutes les familles, il y a des choses à libérer et comme le disait Mélissa, on commence à être, à faire partie de ces générations où la femme est quand même, commence à prendre sa place. Voilà, on commence à vivre des choses qui sont quand même beaucoup plus douces, mais peut-être pas nos mères, mais en tout cas, nos grands-mères ont déjà vécu des choses très difficiles. Les lignées de femmes portent souvent des choses très lourdes, et s'en libérer permet de ne pas transmettre en fait ces valises à nos enfants, aux prochaines générations en fait. Il faut pas non plus porter ça comme un poids où on doit être parfait pour avoir un enfant, c'est pas ce que je dis, mais c'est juste, leur permettre de vivre une vie, de manière la plus libre et comme tu disais, dans leur individualité avec leur propre chemin. Parce que de toute façon, on transmet des biais, on transmet des croyances, on transmet des filtres, des choses comme ça et c'est normal et on choisit aussi la famille dans laquelle on s'incarne donc ces âmes-là nous choisissent aussi
parce que elles viennent travailler certaines choses. Mais voilà, le plus on nettoie, le mieux c'est en fait pour nos enfants et pour nous avant tout, pour se sentir plus libre et apaisé, pour vivre notre chemin en fait, et ne pas se sentir inconsciemment, ça se passe dans l'énergie, hein, mais attaché à une espèce de loyauté familiale, de schéma répétitif qui nous empêche en fait d'aller vraiment vers notre épanouissement plein et entier en fait. C'est ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup de justement derrière en fait, les des traumatismes ou des blocages, il y a des croyances qui ont été développées et souvent c'est ça qui nous bloque parce qu'en fait, il y a des croyances de manière inconsciente qui ont été transmises en fait de génération en génération et ça vient nous bloquer parce que c'est des croyances qui nous appartiennent pas. On n'est pas OK nous avec, certaines choses et ça vient nous bloquer et c'est ça aussi que l'exploration de l'arbre et de la psychogénéalogie en fait peut nous aider à faire. C'est-à-dire qu'on est vraiment je trouve une génération où on vient se reconnecter justement à qui on est vraiment. On vient remettre en question des choses qui auparavant ne se questionnaient pas, étaient Ouais. transmises de manière complètement automatique entre guillemets. Mmh. Et aujourd'hui, on prend vraiment le temps de s'interroger, de remettre en question, savoir si c'est vraiment quelque chose qu'on valide ou si c'est quelque chose qu'on avait pris pour habitude en fait. De valider alors que c'était pas du tout OK, en fait, finalement, avec qui on est. Donc c'est vraiment, ouais, une exploration et un outil qui peut aider à se libérer aussi de toutes ces croyances, en fait, qui d'une part, nous appartiennent pas et en plus qu'on ne valide pas, qui sont pas OK avec qui on est. Ouais, c'est vraiment, pouvoir choisir son chemin de vie sans aucune limitation qui nous appartienne pas, en fait, sans «boulet» entre guillemets, sans chaîne qui nous empêche d'aller vraiment, vers ce qu'on doit faire dans cette vie, ce qu'on doit être, en fait. Mmh, exactement. Vraiment, l'idée, c'est d'aller vers ce qui est le plus juste et aligné, en fait, pour nous. Et c'est vrai que quand tu parlais tout à l'heure de loyauté familiale, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas toujours évident parce que on peut avoir de la culpabilité de se dire ben oui, mais moi, si je me comporte de la façon qui est la plus juste pour moi, je peux avoir l'impression du coup de trahir un petit peu Mmh. les habitudes familiales ou de sortir du clan ou d'être exclu et c'est vrai que parfois ça peut être très inconfortable mais en vrai en aucun cas c'est remettre en question en fait, enfin c'est comment dire? C'est juste en fait, pouvoir, être pleinement soi dans notre clan, dans notre lignée, être vraiment, qui l'on est et le plus justement possible avec, voilà, certaines valeurs familiales qui sont justes et OK pour nous et avec d'autres en fait qu'on a juste envie de il y a des choses qu'on va avoir, envie et besoin en fait de détisser un petit peu Mmh. et d'autres choses où au contraire on a besoin de les renforcer, parce que c'est complètement, OK avec qui on est. Mmh. Bah, merci beaucoup pour toutes ces informations, c'était passionnant. Je mettrai de toute façon dans les notes du podcast tes coordonnées pour que les gens puissent te contacter s'ils en ont envie. Merci infiniment et je te souhaite une très belle journée. Merci beaucoup à toi Mélanie, c'était un plaisir pour moi et une très belle journée à toi aussi. Merci. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Instagram en taguant le compte Serendipity le podcast. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, vous pouvez m'écrire sur mon site www.melanie-esnar.com ou via mon compte Insta, je serai ravie d'échanger avec vous. Enfin, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez écrire un commentaire et mettre des étoiles sur votre appli de podcast préféré. C'est la meilleure manière de donner de la visibilité au podcast. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans 15 jours.